Bienvenue à bord de l'Europe à la barre. En 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fête son 40e anniversaire. À cette occasion, la DBF et Lefebvre Dalloz s'associent pour vous proposer un podcast qui donne la parole aux avocates, avocats et experts français sur les textes européens. Nous souhaitons, grâce à ces partages d'expériences, apporter un éclairage nouveau et concret sur le droit de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans l'Europe à la barre, Laurent Petiti reçoit Vincent Asselineau, avocat au barreau de Paris et président de l'ECBA, European Criminal Bar Association, et Camille Potier, avocate au barreau de Paris et experte au comité droit pénal du Conseil des barreaux européens. Bonjour Camille, bonjour Vincent. Bonjour Laurent. Bonjour. Vincent Asselineau, vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes président de l'European Criminal Bar Association. Quant à vous, Camille, vous êtes avocate au barreau de Paris et vous êtes experte au comité droit pénal du Conseil des barreaux européens. Alors, le droit pénal européen vise à renforcer la coopération entre les États membres pour garantir une réponse collective à la criminalité transfrontière dans l'Union européenne. La création d'un espace de justice pénale européen favorise la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres. Alors, l'une des pierres angulaires du droit pénal européen, c'est le mandat d'arrêt européen. Vincent, comment fonctionne cette procédure et ensuite, quels en sont les principaux obstacles que le praticien rencontre dans sa pratique du mandat d'arrêt européen ? Le mandat d'arrêt européen, c'est une invention européenne par définition, mais qui nous vient de la catastrophe du 11 septembre à New York. C'est-à-dire que les Américains nous ont imposé effectivement pour leurs enquêtes, et ça nous a aidé, de mettre en place cette coopération européenne. Donc dans le mandat d'arrêt, il y a un pays requérant et puis la partie requise, c'est-à-dire le juge d'instruction, par hypothèse on va dire français, qui va demander qu'une personne soit arrêtée pour une convocation, pour une audition ou pour purger une peine. À ce moment-là, c'est le parquet, une personne qui habite dans un autre État. On a une décision cadre bien sûr, qui a été transposée dans les États membres, et c'est une matière absolument passionnante parce que il y a des comportements différents selon les États requis ou les États requérants. Et c'est là-dessus que se joue l'expertise des avocats qui sont partis dans ces procédures de mandat d'arrêt européen. Je vous donne quelques exemples. L'Allemagne répugne à envoyer ses ressortissants lorsque des mandats d'arrêt européens sont adressés en Allemagne. Tout cela est assez compliqué. Et l'Allemagne regarde le fond du dossier, les conditions de détention de la personne, les conditions de détention éventuelles de la personne, des choses de cette nature. Et alors dans ces matières, ce qui est passionnant, c'est qu'il faut forcément avoir un correspondant à l'étranger. Et pour un avocat, c'est toujours une aventure puisque on a un interlocuteur dont on ne parle pas forcément la même langue, qui a une vision un petit peu différente des choses et qui nous apprend un petit peu son droit local. Donc les obstacles, il y a des obstacles d'irriement qui sont prévus par le Code, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire un mandat d'arrêt européen, émettre un mandat d'arrêt européen contre un mineur ou contre un majeur protégé, contre une personne qui a déjà été jugée pour les mêmes faits. Ça, effectivement, ce sont des sujets automatiques. Et puis, il y a des sujets beaucoup moins automatiques, c'est-à-dire ce que je viens d'indiquer par rapport à la pratique allemande du mandat d'arrêt européen, des hypothèses où, on regarde si tout cela est proportionné, si la situation de l'état de droit dans le pays requérant, par exemple, est suffisante, et des choses de cette nature. Et ça se plaide, et bravo à la DBF, parce que j'y ai beaucoup appris lors de formations qui ont été faites il y a quelques années, et j'ai appris surtout par la DBF à m'intéresser à la jurisprudence de la Cour de justice. Et la Cour de justice rend des décisions très précises et très salutaires en matière de mandat d'arrêt européen. C'est elle, par exemple, sur les conditions de détention, qui a fait émerger deux critères. L'un qui est un critère objectif, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que les maisons d'arrêt françaises sont épouvantables, ou à peu près. Donc ça, ce sont des rapports, si je puis dire, qui existent, des rapports d'institutions internationales ou nationales. Et puis ensuite, il y a un deuxième critère, c'est
in concreto, c'est-à-dire que la Cour de justice exige que l'on regarde précisément au moment T où on parle, dans quelle région la personne va être incarcérée pour effectivement prendre ses décisions. Alors, à votre connaissance, est-ce que certains États de différents pays européens ont-ils déjà refusé de remettre la personne recherchée à la France, considérant que la France ne respectait pas l'état de droit ? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, mais je me trompe peut-être. Mais je sais que cela s'est produit pour la Pologne, qui a été... En sens inverse. En sens inverse, absolument. Camille, vous voulez ajouter quelque chose sur le mandat ? Simplement dire qu'effectivement, c'est un outil incroyable en termes de construction européenne. Ce mandat d'arrêt européen, il a remplacé, il faut le dire, la procédure d'extradition qui parle peut-être plus aux auditeurs que le mandat d'arrêt européen. Mais cette procédure d'extradition, elle vaut pour tous les pays du monde entier, à l'exception des pays de l'Union européenne, puisqu'il a été remplacé par ce mandat d'arrêt européen. Il est en vigueur depuis 2004 et qui, effectivement, au départ, repose sur une idée simple, c'est-à-dire sur une série d'infractions. Je crois qu'il y a une liste de 32 infractions. On ne discute plus de la condition de double incrimination. On se fait confiance. C'est le principe de reconnaissance mutuelle aussi des décisions au sein de l'Union européenne. Et on extrade. On remet ses nationaux. C'est-à-dire qu'on accepte de renoncer à cette préférence, particularité plutôt nationale, qui est de dire, s'agissant de nos nationaux, on les juge nous-mêmes, on les condamne nous-mêmes et on les incarcère chez nous. Dans l'hypothèse où il y aurait des actes pénalement répréhensibles, on renonce collectivement, tous les pays de l'Union, à ce privilège national et on accepte donc de remettre à des États tiers européens nos nationaux. C'est quand même, sur le droit pénal international, une avancée majeure de ces dernières années. Alors, à côté du mandat d'arrêt européen, l'Union européenne a mis en place des normes minimales pour garantir les droits fondamentaux, tant des suspects que des accusés, tels que le droit à l'avocat, le droit de garder le silence et d'autres droits qui sont définis par les différentes directives. Pourriez-vous revenir en détail sur le détail de ces droits procéduraux garantis au niveau européen ? Oui, bien sûr. Alors, cette construction européenne en matière de droit pénal, elle répond à la préoccupation et au constat qui est de considérer que de plus en plus les ressortissants de pays européens sont justiciables d'autres pays européens et qu'ils sont potentiellement poursuivis par des États qui ne sont pas leur État de nationalité ou de résidence. Et donc, et ça c'est lié à la suppression des frontières intérieures au sein de l'Union européenne, à toute une série de considérations, et ça chemine avec la construction européenne globale, politique, telle qu'on peut l'avoir de façon plus évidente. Et donc, à ces considérations-là est venue la nécessité de se dire il faut aussi protéger nos nationaux. Alors nous, la France, on l'a considéré, mais tous les pays européens l'ont considéré de la même manière, dans l'hypothèse où ils sont poursuivis dans des pays tiers. Et donc, les pays européens se sont mis d'accord sur des garanties procédurales minimales à mettre en œuvre dans le cas de poursuites répressives en matière pénale. Et donc, ce sont des paquets, on appelle ça des paquets protection procédurale. Il y a 6 directives qui ont été prises ces dernières années. Alors, je peux vous les donner. La première concernait l'interprétation et la traduction, c'est-à-dire le droit à être accompagné d'un interprète et d'un traducteur de sa propre langue dans le cas de poursuite dans un État tiers. La directive concernant le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, et notamment le droit au silence, qui a été beaucoup débattu quand il s'est agi de le transcrire en droit français. La directive garantissant l'accès à un avocat, la directive sur la présomption, le renforcement de la présomption d'innocence et le droit d'assister à son propre procès. Donc, c'est toutes les hypothèses de jugement par défaut, de jugement en l'absence d'une personne concernée. Et puis, les 2 dernières concernent les garanties procédurales pour la protection des enfants qui sont suspectés ou poursuivis. Et enfin, la directive concernant l'accès à l'aide juridictionnelle. Donc ça, c'est les 6 directives majeures qui concernent les garanties procédurales accordées aux justiciables au sein de l'Union européenne, avec des standards que doivent respecter tous les États. Alors, je vous l'ai dit, le véhicule législatif européen choisi, c'est la directive. Ça veut dire que
ces directives ont fait l'objet de transcription dans chacun des droits nationaux. Et c'est là où effectivement les choses sont un peu plus nuancées. Autant les préambules de ces directives ont effectivement un but très ambitieux avec des attendus de principe, des pétitions très, très en faveur des droits de la défense, très claires sur le but de ce standard qui est mis en place. Autant effectivement, on a toujours le plus petit dénominateur commun quand on construit comme ça des avancées au sein de l'Union européenne. Évidemment, il faut mettre d'accord tout le monde. Donc, les articles in concreto se reposent sur le plus petit dénominateur commun. Et ensuite, on a une transcription en droit français qui est, en droit français qui a pu être contestée. On n'a jamais des problématiques de surtranscription de directives en matière de protection des droits de la défense ou en matière de garantie procédurale. On est toujours plutôt des problématiques de sous-transcription. Et ça, c'est valable pour la France et pour les autres pays européens. Donc, mais malgré tout, ça va dans un très bon sens. C'est-à-dire que ça progresse, on construit un socle commun sur lequel on est capable de tous s'entendre et qui permettent effectivement d'orienter aussi, de mettre des garde-fous aux réformes successives nationales qui sont prises. Et parfois, effectivement, il faut rappeler qu'en vertu de certaines de ces directives, certaines préconisations politiques ou certaines dispositions de propositions ou de projets de loi sont contraires à ce qu'on attend de nous en tant qu'État de droit. Alors Vincent, vous qui avez une grande pratique de la procédure pénale, est-ce que ces directives ont-elles influé sur votre pratique quotidienne de ce droit pénal ? Considérablement, parce que je les invoque d'ailleurs pour quereller des procédures qui sont à mon avis bancales et qui mettent un certain nombre de justiciables dans des conditions d'inégalité entre eux. Parce que ces directives, comme le rappelait très justement Camille, ont été transposées dans chaque État membre selon leur façon de voir les choses. Et par exemple, sur l'accès au dossier, vous savez fort bien que lorsqu'une personne est gardée à vue, on a accès au dossier, et le dossier auquel on a accès, il fait 4 pages, c'est-à-dire la liste des articles du Code pénal qui fondent la poursuite, une page qui concerne les droits de la personne qui est momentanément retenue, et puis une vague audition. Alors que dans le même temps et au même moment, le co-suspect de la personne que vous défendez, que vous assistez, dans un commissariat en France, lui, il est entendu à Munich, et le dossier auquel il a accès fait 2 mètres cubes, et il a accès à toute la procédure. Et donc, quand on explique ça aux magistrats, ils se disent « Ah, mais vous savez, mon cher maître, c'est la loi, c'est la loi !» Et je dis « oui, c'est peut-être la loi, mais moi je prends mon téléphone, et puis je vais téléphoner à mon excellent confrère munichois, qui va me dire tout ce qu'il y a dans votre dossier. » Donc il y a un moment aussi où ça mérite une certaine harmonisation. Alors, un autre texte qui était attendu depuis des années, et notamment par les magistrats, c'est les preuves électroniques. Absolument. Donc après 7 ans de négociations, le règlement sur les preuves électroniques a été publié au mois de juillet dernier au journal officiel de l'Union européenne, et il vise en quelque sorte à accélérer l'accès aux données numériques qui sont utilisées pour enquêter sur des infractions pénales et poursuivre donc leurs auteurs, quelle que soit la localisation des données. Camille, vous pourriez nous parler de ce texte ? Alors, je peux effectivement vous en parler. Alors, effectivement, il vient d'être publié, il a été publié cet été au journal officiel de l'Union européenne, mais il sera effectif en réalité qu'en 2026. Donc, on est effectivement tous contents que cette production soit achevée, mais elle n'est pas encore une réalité dans le fonctionnement des enquêtes aujourd'hui. L'idée, là, c'est effectivement, essentiellement pour les enquêteurs, c'est vrai, c'est d'avoir accès à la preuve électronique. Et on sait qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup de l'ADN, ça reste effectivement une preuve importante, mais aujourd'hui les traces numériques, c'est ce qui jalonne un peu le comportement de chacun. Et c'est effectivement, ce sont des données très importantes pour les enquêteurs. La difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est que on héberge rarement nos propres données électroniques en France. On fait appel beaucoup à des prestataires de services qui sont installés hors de France. Et c'est valable pour d'autres pays.
Alors l'idée de ce texte, c'est de pouvoir permettre un accès plus facile aux services enquêteurs, aux données électroniques, à une époque où on sait que ces données sont très importantes pour les services d'investigation parce que ça permet de tracer l'activité d'une personne, de savoir avec qui elle a communiqué, de la localiser, de savoir ce qui a été échangé. Et donc effectivement, ce sont des données incontournables dans les enquêtes aujourd'hui. Il se trouve que les hébergeurs et les fournisseurs d'accès peuvent être localisés hors du pays qui mène les investigations. Et donc, il est parfois compliqué pour un juge d'instruction ou pour un service enquêteur d'obtenir de l'hébergeur des données, souvent localisées à l'étranger, la data, c'est-à-dire les éléments numériques probants concernant telle ou telle personne. Et souvent, on oppose un refus au service enquêteur et face à ce refus, il est extrêmement compliqué d'obtenir cette preuve numérique. Donc, il a été décidé par la Commission, enfin au sein de l'Union européenne, de bâtir un règlement donc applicable directement au sein des États membres, à l'inverse de la directive, afin d'organiser ces transferts d'éléments numériques dans un cadre judiciaire. Néanmoins, il faut que ce soit des autorités judiciaires. De la même manière que pour le mandat d'arrêt européen qu'on évoquait tout à l'heure, ces échanges et ces demandes vont se réaliser d'autorités judiciaires à serviteurs d'accès. À fournisseurs d'accès, pardon. Et donc, il ne va pas y avoir, comme précédemment, de détours diplomatiques. Tout ça va s'organiser directement de l'autorité judiciaire d'un pays auprès de l'hébergeur de données ou du fournisseur d'accès situé à l'étranger. Simplement une notification à l'autorité de l'État requis, de façon à ce qu'il y ait un garde-fou en termes de communication des données électroniques. Et donc, il est prévu 2 types d'injonctions. La première injonction, c'est une injonction de conservation des données, comme une sorte de gel des données numériques dans l'attente de savoir ce qui va se passer, de ce dont on pourrait avoir besoin dans le cadre d'une enquête et qui pourrait être réclamé par la suite. Donc ça, c'est de la préservation de la donnée numérique pour éviter toute suppression ou toute dispersion. Puis la deuxième série d'injonctions, ce sont des injonctions de production, où là, on demandera à un hébergeur, par exemple, de fournir la géolocalisation, la data concernant telle personne sur telle période, etc. Donc c'est évidemment très intrusif. Donc à cela va s'appliquer d'abord toutes les garanties procédurales qu'on a vues précédemment, et puis une série d'autres probablement. Et comme pour le mandat d'arrêt, on verra dans la pratique aussi comment ça va être appliqué. Comment chaque référent national va pouvoir mitiger ou s'opposer éventuellement à une injonction qui paraîtrait disproportionnée ou dénaturée. Voilà, tout ça ça reste encore en pratique à évaluer. Mais c'est l'objectif de ce règlement qui est maintenant adopté et qui est accompagné d'une directive qui prévoit la désignation par chaque fournisseur de données, d'accès d'hébergeurs, de désigner un représentant sur le territoire européen. Parce que vous voyez tout de suite, et c'est ce que vous allez probablement opposer, c'est que tout ça est un règlement européen, donc on va se mettre d'accord au sein de l'Union européenne, mais nous avons des fournisseurs d'accès, des hébergeurs, etc., qui sont hors de l'Union européenne. Donc il va falloir aussi les inviter à désigner, quand ils commercialisent leurs services en Europe, à désigner un représentant au sein de l'UE qui sera quelque part comptable et redevable au regard de cette législation européenne. Et là encore, en pratique, on va voir comment ça va se passer à l'égard des partenaires qui sont extra-européens. Mais alors, vous l'avez dit, c'est un instrument qui sera utile aux services enquêteurs et aux juges. Mais est-ce que le rôle de l'avocat s'en trouvera-t-il affecté, ou tout au moins est-ce que l'avocat verra son rôle différemment du fait, effectivement, des effets de ce règlement européen ? Alors, l'avocate que je suis est inquiète de la préservation du secret professionnel, par exemple. Parce que on peut imaginer que sur un suspect, on va réclamer ses communications, ses bornages et par exemple ses emails. Les emails qu'il aura envoyés entre telle période et telle période parce que ça correspond à un moment suspect. Et à ce moment-là, l'hébergeur va pouvoir adresser l'intégralité des emails, par exemple, reçus ou envoyés par cette personne à partir de telle adresse email, dans laquelle on va retrouver peut-être des correspondances qu'il aura adressées à son avocat.
Alors le règlement prévoit évidemment que est réservé, non pas le secret professionnel de l'avocat, ça nous aurait été pas épargné, mais dans le respect des droits de la défense, de la personne concernée. Bon, très bien, mais enfin, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Donc il va falloir encore une fois voir en pratique comment on va gérer cette situation parce qu'elle ne manquera pas d'arriver. Alors en principe, en France, il devrait y avoir un principe de non-utilisation de ces données, mais la problématique est que une fois que c'est transmis, les enquêteurs lisent les emails et donc on les imagine mal ne pas lire ce qu'on leur aura remis. Donc là encore, on a, des points de vigilance très forts pour les avocats et pour pouvoir anticiper ces situations-là et proposer des solutions quand elles vont se présenter. C'est une des illustrations. Et puis après, évidemment, il rentrera dans notre rôle de vérifier que l'utilisation de ces injonctions correspond bien à ce qui a été prévu par le règlement européen, n'a pas été détournée, est proportionnée. Et Vincent, vous pensez que c'est une avancée ou bien que c'est un recul de nos garanties ? En l'état, sur le papier, si je puis dire, c'est pas un recul de nos garanties, puisqu'on nous promet que ce nouvel instrument va être fort bien géré. Mais j'ai les mêmes soucis que ceux que vient d'évoquer Camille Potier à l'instant. Puis j'en ai d'autres, parce que l'avocat, il n'interviendra, il ne pourra intervenir qu'a posteriori, une fois que le juge d'instruction ou le procureur aura entre les mains 200 000 mails, peut-être, enfin, en tout cas, des quantités astronomiques de données. Et donc, il appartiendra à l'avocat d'y passer énormément de temps. À quel moment de la procédure, lorsque ces éléments de preuve lui seront mis à sa disposition, ça va accroître le travail des avocats, ce qui ne me pose strictement aucun problème, mais je pense à ceux de nos confrères qui travaillent au titre de l'aide juridictionnelle. Voilà des confrères qui vont pas pouvoir passer 20 heures par semaine à éplucher des preuves numériques qui évidemment, n'auront pas été classés et auront été adressés un peu n'importe comment. Et puis j'ai encore une autre crainte, c'est qu'une fois à supposer que ces e-evidence aient été utilisés et étaient donc normalement utilisés par la justice, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ces e-evidence, elles doivent être classées comme les pièces d'un dossier pénal. Elles doivent être remisées, archivées. Et là, il va falloir être très très vigilant, puisque vous savez bien que les adolescents peuvent hacker le Pentagone, que la Cour pénale internationale n'a plus s'est fait hacker, et ils n'ont plus de système qui fonctionne. Il suffira qu'il y ait quelqu'un, un petit plaisantin ou quelqu'un qui a besoin d'avoir lui aussi un certain nombre de données, qu'il se précipite dans cette espèce de coffre-fort du juge d'instruction, le iCloud de je ne sais quoi, et qu'il aille faire ses courses. Et ça peut être tout à fait préjudiciable aux citoyens, aux personnes qui sont mises en cause, mais éventuellement d'autres personnes. Il y a des atteintes à la vie privée. On va trouver, à l'occasion de ces recherches, qu'une personne aura des relations hors mariage avec une autre, ce qui n'est pas un crime, mais ça sera dans les éléments, et donc il faudra bien, à un moment, savoir comment ils sont archivés. L'une des dernières nouveautés du droit pénal européen, c'est la mise en place du parquet européen qui est entré en fonction au mois de juin 2021, et donc qui s'emploie à lutter contre les atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne. 22 États membres de l'UE coopèrent, dont la France. Est-ce que vous pourriez nous préciser son champ de compétences ? Comment est-il organisé à l'échelon luxembourgeois et à l'échelon décentralisé dans les 22 États qui coopèrent ensemble ? Comment se passent les enquêtes ? Et qu'en est-il des droits de la défense devant le parquet européen, ou tout au moins devant les procureurs européens délégués ? Le parquet européen, c'est la dernière brique, en tout cas la plus récente, à cette construction d'une justice pénale européenne. C'est effectivement un peu un bouleversement, puisque la politique répressive, le parquet, l'accusation, les poursuites, c'est par définition quelque chose de très régalien. Donc chaque pays est très attaché à son indépendance dans cette politique pénale. Donc la naissance d'un parquet européen, c'est-à-dire d'un parquet indépendant politiquement de chacun des États signataires, c'est-à-dire 22 aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire dans le schéma de la construction européenne.
Alors, en pratique, il y a effectivement un échelon central qui est situé à Luxembourg, avec une chef du parquet européen, je dis une parce que la première désignée est Madame Colvesi, et qui est accompagnée de 22 membres, c'est-à-dire de 22 représentants du parquet, des parquets nationaux. Et puis il y a des échelons décentralisés au niveau de chacun des 22 États signataires, où là on a des procureurs européens délégués et qui sont compétents dans chacune des procédures. Au niveau central, on va faire de la politique européenne pénale, on va orienter, il y a une chambre de contrôle, voilà comment schématiquement et sommairement ça s'organise. Et la compétence donc du parquet européen, c'est la grande criminalité transfrontalière à condition qu'elle porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Donc, concrètement, on va retrouver des affaires de corruption majeures à condition qu'elles touchent à des fonctionnaires européens, puisque là, on touchera effectivement au budget de l'Union européenne. On va retrouver des fraudes à la TVA. Et puis, tout ce qui peut faire la matière de l'activité de l'OLAF, qui est l'Office de lutte contre la fraude européen, qui effectivement est amené à fonctionner main dans la main avec le parquet européen. Voilà comment un peu je peux répondre au schéma global de ce nouveau procureur européen. Et peut-être que mon confrère Vincent Asselineau pourra dire comment ça se traduit en droit français, puisque c'est un peu un ovni, ce procureur européen délégué en France, avec un particularisme procédural. Alors, quelques précisions. Le critère pour la compétence du procureur européen, c'est l'atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Effectivement, Camille Potier a parfaitement raison, c'est la corruption dès lors qu'il s'agit de fonctionnaires. C'est aussi les détournements de fonds, c'est-à-dire des subventions européennes. Ce sont les carrousels de TVA. C'est tout un tas de choses de cette nature. Mais ce ne sont pas que des dossiers transfrontaliers, c'est-à-dire que il y a un certain nombre, et le rapport du parquet européen, le rapport annuel du parquet européen est très éclairant sur ce point. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont franco-français, mais qui sont instruits en France par les procureurs délégués, mais initiés par le procureur européen de Luxembourg, et qui concernent aucun autre pays. On a quelques petits soucis déjà, forcément. Les soucis, on peut compter sur les avocats pour les trouver très rapidement et essayer de les faire émerger et y trouver des solutions. On a quelques soucis. C'est l'accès au dossier. En 2 mots comme en 10, les procédures du parquet européen, elles sont conduites dans chaque pays partenaire, suivant la procédure locale. Donc, le procureur délégué en France, il nous fait de la procédure pénale française. Et donc, on a accès au dossier dès lors que c'est un juge d'instruction à tout moment, et puis dès lors que c'est une enquête préliminaire, à la fin de l'enquête préliminaire, au moment de la citation, et Pardon, Camille. Alors, avec cette précision que s'agissant de cette procédure, le procureur européen délégué français est à la fois procureur et juge d'instruction. C'est-à-dire qu'on a dû adapter au droit français un texte qui respire plutôt le droit anglo-saxon, en tout cas sur l'aspect procédural, et que donc il n'y a pas de juge d'instruction quand il s'agit de cette matière traitée par le procureur européen. Et le procureur européen délégué français a des compétences qui sont celles du procureur dans un schéma procédural français classique et celles du juge d'instruction. Et donc il est à la fois les deux, l'un et l'autre. Et il choisit son cadre d'intervention. Voilà, il choisit son cadre d'intervention. Absolument, en fonction de la procédure qu'il veut mettre en œuvre. Mais il peut avoir tous ces pouvoirs-là. Absolument. Et donc, dans notre droit national, comme dans tout le droit européen, suivant d'ailleurs les directives que l'on évoquait tout à l'heure, il y a le principe d'accès au dossier. Sauf que, accès au dossier dans ces procédures-là, c'est avoir accès au dossier national. Et, pour le moment, nous n'avons pas accès à la cuisine luxembourgeoise qui se fait en amont. Ce qui est un vrai problème. Pourquoi est-ce que c'est un vrai problème ? Parce que c'est le procureur européen, avec le collège de ses représentants, qui décide d'introduire une action dans tel ou tel
pays partenaire donc du procureur européen. Mais selon quels critères ? C'est ça qui est très important, parce que on se trouve quand même à la croisée des chemins, parce que on craint le forum shopping. C'est-à-dire que le procureur européen de Luxembourg va se dire « Oh là là, les écoutes téléphoniques, c'est beaucoup plus facile de les avoir en Espagne qu'en France, ou en Grèce qu'en Allemagne, je ne sais pas, enfin peu importe. » Et donc va choisir le pays où les moyens de preuve, considérés comme illicites d'ailleurs dans d'autres pays, seront peut-être plus faciles pour lui. Et de la même façon, il va utiliser peut-être des procédures où la peine encourue est plus importante dans tel ou tel pays que dans tel autre, pour faire un exemple. Et donc, c'est quand même un vrai sujet, et c'est notamment un sujet pour les avocats, les suspects et les victimes, parce que si ces procédures sont organisées dans des pays où les droits fondamentaux sont un petit peu moins sophistiqués que dans d'autres. Par exemple, et c'est normal parce que c'est des questions de budget, la traduction et l'interprétation, eh bien, c'est formidable quand c'est fait en Belgique, en Allemagne et en France. C'est un petit peu moins bien quand ça se passe en Lituanie, qui est un pays tout à fait respectable et tout à fait démocratique, mais où il y a moins de budget et moins de moyens. Et donc, c'est tout cela qu'il faut garder pour pouvoir éventuellement suggérer, à un moment donné, de bonnes pratiques de la part du procureur européen. Alors, nous l'avons vu, il n'y a que 22 États de l'Union qui ont rejoint le parquet européen. Selon vous, vaut-il mieux convaincre d'autres États de rejoindre le parquet européen, ou bien alors faut-il envisager l'extension des compétences du parquet européen ? Les deux, mon colonel. Oui. Les deux, mon colonel, parce que c'est pas la même chose. Mais ce sont deux sujets totalement différents. Mais si on veut vivre dans ce à quoi on rêve, c'est-à-dire un espace de liberté et de justice, de vraie justice au niveau de l'Union européenne, il faudrait convaincre nos petits camarades qui n'ont pas encore adhéré au système d'y adhérer, ça c'est sûr. Et même voir des pays qui ne sont pas de l'Union européenne. Souvenez-vous que en Scandinavie, ils ont un petit mandat d'arrêt entre eux, scandinaves, et alors qu'il y a un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne. Donc on pourrait imaginer cela. Ça, c'est très important. Et puis étendre les compétences, c'est-à-dire aller au-delà des infractions qui causent préjudice aux intérêts financiers de l'Union européenne. En tant que citoyen européen, moi je dis oui, bien sûr. En tant que praticien du droit, je dis oui, bien sûr aussi, puisque une nouvelle institution, une nouvelle loi, c'est un nouveau métier. Et donc c'est formidable. Mais il faut pas rêver. Jamais le procureur européen ne sera compétent pour les actes de terrorisme. Le terrorisme, c'est quelque chose qui appartient aux nations elles-mêmes. Elles entendent se dépatouiller toutes seules avec leurs terroristes, qui ne sont pas d'ailleurs les leurs, souvent, mais enfin peu importe, mais leurs procédures. Et puis ces procédures de terrorisme, elles mettent en œuvre les services secrets de l'État. Et donc les services secrets de l'État vont pas être mis en pâture entre les mains du procureur européen. En revanche, et c'est un petit peu peut-être une transition, que le procureur européen soit compétent dans l'avenir sur le droit pénal environnemental, ça, je trouve que ça s'impose, parce que une pollution microscopique ou importante qui se fait dans le Rhin, elle concerne évidemment l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et que sais-je encore. Et donc nos législations et nos poursuites sont pas à l'aune et à la mesure des enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Alors, nous avons fait le tour, effectivement, des différents instruments du droit pénal européen. Vous l'avez indiqué, un futur champ serait l'extension des compétences du parquet au droit pénal de l'environnement. Est-ce que vous voyez d'autres matières où il semblerait que la Commission pourrait encore légiférer, d'autres aspects du droit pénal où, pour l'instant, rien n'existe ? Elle s'y prépare, en tout cas il y a des travaux en cours, c'est un peu d'ailleurs les travaux qu'on suit et sur lesquels on est consulté dans le cadre du comité droit pénal du CCBE. Donc là il y a deux propositions de directives qui sont discutées, une qui concerne effectivement une définition commune d'infraction en matière de non-respect pour faire court des sanctions européennes.
sont soit les sanctions individuelles, soit les mesures d'embargo à l'égard d'un pays que l'Union européenne peut décider. Il a été constaté par les autorités européennes qu'il y avait des réponses très diverses en fonction des pays en cas de non-respect ou de contournement de ces mesures de gel des avoirs ou d'embargo. Et donc là, il y a une directive qui est en cours de discussion, de préparation pour avoir une définition commune de ces infractions et un socle commun de réponses pénales appropriées, puisque parfois il y a des réponses simplement administratives, dans d'autres pays c'est des réponses mixtes ou des réponses que pénales, voire finalement pas de réponse du tout. Donc ça c'est un exemple des travaux en cours, il y en a d'autres. Vincent ? Il y a des suggestions d'un certain nombre de femmes et d'hommes politiques et aussi de juristes. Certains d'entre elles et d'entre eux souhaitent qu'un certain nombre de trafics soient de la compétence du parquet européen, même si cela ne porte pas atteinte directement aux intérêts financiers de l'Union, mais le trafic de drogue en particulier, qui est bien sûr une plaie, mais qui est organisée vraiment par une mafia internationale qui connaît parfaitement la législation des États membres et qui en joue. Si le parquet européen, avec les moyens qu'il a et les moyens d'investigation qu'il pourrait avoir, en plus, pourrait peut-être effectivement faire progresser la lutte contre le trafic de stupéfiants. Camille, Vincent, je vous remercie pour toutes ces explications qui nous auront aidé à comprendre qu'est-ce que le droit pénal européen en 2023. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était l'Europe à la barre, un podcast de sensibilisation à la dimension européenne du droit, animé par Laurent Petiti, président de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. À la prise de son, Jérémy Martin. Au montage et à la réalisation, Axel Gable. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre pan du droit sous l'angle européen.